va parler de design pattern agentique et on va suivre un petit peu l'histoire de nos deux petits héros, là, nos deux petits robots. Donc moi, j'aime bien. Moi, je développe surtout des agents qu'on intègre dans des applications. Tu peux faire next 2 fois. Hop. Et donc, je travaille chez Google depuis 10 ans. Ça fait 3 ans que je me focalise sur tout ce qui est Generative AI. Et je suis un développeur Java. Et j'ai toujours codé en Java. Et on n'a pas besoin de Python pour faire de l'IA. On peut faire tout en Java si on veut. Et j'ai mis aussi les logos là, des frameworks que j'utilise le plus. LangChain4j. Donc, je pense que les gens connaissent LangChain, qui est assez connu. Et ben, LangChain4j, c'est l'équivalent, ou mieux, en Java. Et ADK, Agent Development Kit, c'est un framework qui a été lancé par Google et qui existe dans plusieurs langages, Python, Go, TypeScript, etc. Et aussi Java et maintenant Kotlin. Et donc, je suis aussi contributeur sur ces frameworks-là. Donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre ces petits logos. Slide suivant. On va faire même plusieurs fois. Je vais next, parce qu'il y a des petites animations. Sinon, encore. Voilà, jusque là, c'est bien. Donc finalement, un agent, c'est quoi? C'est un LLM. Donc c'est notre cerveau. Ensuite, ce cerveau-là, il a besoin d'une mémoire, là en bas à gauche. Donc ça va être la mémoire de la conversation, voire d'autres choses, ce qu'on met dans son contexte. Ça peut être aussi des mémoires à plus long terme, ce qui s'est passé dans les conversations précédentes, les interactions précédentes. On a aussi des outils qui vont être nécessaires au LLM, à l'agent, pour faire son travail. Et on a aussi tout en haut l'espèce de petit calendrier, task list, etc. Il y a un aspect qui est quand même important, dont on parle finalement pas assez souvent, je trouve, c'est le planning. C'est-à-dire comment l'agent va décider et comment il va atteindre son but. Finalement, la petite cible, c'est le but. Et il va décomposer les choses en plusieurs étapes, appeler plusieurs outils et réagir en fonction de ces outils-là. Slide suivant. Et encore un. Comme je fais beaucoup d'animation. Donc le planning est important, mais ça pose des problématiques. On va voir certaines manières de faire du planning avec les agents. Slide suivant. Il y a aussi donc tout ce qui est context engineering. Le context engineering, finalement, c'est donner la bonne information au bon moment à l'agent et juste l'information dont il y a besoin pour qu'il atteigne son but, parce qu'on l'a tous certainement expérimenté. Quand on met trop de choses dans la mémoire d'un agent, dans le contexte, et ben, ça va pas dans le... on peut aller droit dans le mur et il ne va pas forcément faire ce qu'il faut. Slide suivant. Il y a aussi tout ce qui est gestion des outils. Par exemple, quand on donne trop d'outils à un LLM, à un agent, eh ben, il ne sait plus trop lequel appeler, surtout s'il y a des agents qui ont l'air d'avoir un peu le même nom ou la même description. Il va être confus, il ne va pas savoir forcément bien les appeler. Slide suivant. L'évaluation. Donc l'évaluation, alors pas forcément l'évaluation c'est-à-dire sur la partie planning, mais l'évaluation aussi de ce qui est généré par nos agents et comment on peut faire des systèmes un petit peu composés pour arriver à ce qu'un LLM juge un autre LLM. C'est un des patterns qu'on verra. Et après, il y a tout ce qui est... Là, on a vu un agent unique, mais on peut avoir des agents qui travaillent ensemble. Et on va mettre finalement une sorte de... Voilà, le petit harnais de sécurité pour faire collaborer ces agents ensemble et qu'ils ne fassent pas des bêtises. Et du coup, ça nous amène à quelques problématiques. L'orchestration, comment ces différents agents vont collaborer entre eux. Comment on va s'occuper de tout ce qui est sécurité, observabilité. Ça, j'en parlerai pas aujourd'hui par contre. Encore suivant. Et aussi, comment on va designer finalement l'harness engineering pour arriver à faire fonctionner ça. J'aurai une petite démo toute bête sur un coding engine tout à l'heure. Suivant. Et ce qui est amusant, et puis tu peux mettre les 3 petites bulles qui doivent s'afficher, c'est qu'il y a 2-3 ans, on parlait de prompt engineering. Là, depuis un peu plus d'1 an, on n'arrête pas de parler de context engineer. Donc, on voit qu'il y a une certaine évolution. Et là, depuis 6 mois, on parle pas mal de harness engineering. Et on essaie de faire collaborer tous ces agents ensemble et les faire travailler de manière productive. Slide suivant. Donc, comme c'est un talk où je vais parler de design pattern, quand on décrit un design pattern, on donne un nom, on donne le problème, le contexte,
on propose des solutions, voire des implémentations. Et puis également, on discute les conséquences, c'est-à-dire qu'un design pattern donné peut avoir des avantages, des inconvénients. Donc c'est important de les citer. Slide suivant, et après, encore un. Et je crois que c'est là où je vais devoir repasser ouais, non, ça va être au suivant, dans le fond de la salle pour faire mes petites démos sur mon ordi. Donc, en fait, on parle d'agents, il y a des frameworks agentiques qui permettent de faire collaborer différents agents ensemble. Mais en fin de compte, il y a aussi un petit peu l'abus ou la tendance qu'on a des fois à vouloir tout faire par des agents ou des multi-agents, alors qu'en fait, il y a certaines choses, ce sont de simples workflows, ce sont finalement qu'une succession d'appels à des LLM. Il vaut mieux, tout ce qui peut être fait de manière programmatique ou sous forme de workflow, ça peut être avec un outil de workflow, N8N ou autre, si c'est quelque chose de vraiment très déterministe au niveau du processus, autant le faire de manière déterministe et pas laisser un agent, on lui a donné un agent.md ou un skill ou je ne sais quoi, fait ces étapes-là, 1, 2, 3, c'est pas forcé qu'il va les suivre dans l'ordre et ça peut encore arriver qu'il se plante. Et après, je crois que c'est mes démos. Donc Pardon. Excusez-moi. Ouais. Non, tu pouvais traverser à travers la piscine. Oui, mais j'ai pas envie de me casser la cheville et après les démos, ça serait un peu compliqué. Alors, donc j'ai fait une petite... j'ai un exemple d'agent que j'aime bien, c'est celui-ci. Donc j'ai fait un agent de type Deep Research, c'est-à-dire un agent qui va faire des rapports de recherche sur un sujet donné, où en fait, donc je donne un thème, un sujet, et lui, il va me poser des questions, enfin, il va me proposer des sujets connexes à ce thème, et c'est moi qui vais les sélectionner, ceux qui m'intéressent ou pas. Donc c'est une appli que j'ai fait donc en Java, qui est déployée sur Cloud Run, sur l'infra de Google, et le petit front-end c'est fait avec JVlit. Pour ceux qui connaissent Streamlit dans l'écosystème Python, c'est l'équivalent mais en Java. Et après ça, il va me donner un rapport avec un résumé, avec le rapport détaillé. Et derrière, j'utilise la nouvelle API interaction de Gemini. Et après, il peut me faire aussi des belles illustrations. Et du coup, j'ai fait, alors je ne vais pas forcément le faire en live parce que la démo prend pas mal de temps. Non, ça va pour l'instant. Et par exemple, je lui ai dit, tiens, fais-moi un rapport sur la communauté Dev with AI en France. Donc après, j'appuie sur Explore Topics et il m'a proposé différents thèmes à explorer, donc les origines, la mission, etc. Les hubs, ou je sais pas comment il appelle ça, tu vois, les hubs, déjà, ça fait la grosse orga, tu vois. Le rôle aussi de la communauté Slack, etc. Et en fait, donc, il m'a fait, alors là, je peux commencer par le résumé, les meet-up, collaboration, etc. On a le détail vraiment voilà, dans les détails. Et également, vous voyez, il y a des petits liens parce qu'en fait, il me donne également normalement les sources à la fin ici. Donc, je peux vérifier que ce qui a été généré était correct. Et moi, je suis quand même assez visuel et je voudrais remontrer voilà, ici la petite visualisation. Et là, on voit que il m'a fait une visualisation avec différentes choses. L'aspect régional, la conférence qui arrive. Hein. Voilà, la rapid growth. Alors du coup, je lui ai demandé en anglais, donc là, il m'a tout fait en anglais. Mes prompts sont en anglais aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et finalement, pour faire un truc comme ça, alors je vais montrer le code ici. Là, j'utilise l'API interaction de Gemini. Et finalement, c'est juste des appels successifs à des LLM, mais en donnant parfois certains outils. Donc, c'est des petits agents que j'orchestre, mais de manière programmatique. Donc là, le premier, pour le thème qu'on met tout en haut donné, trouve-moi des topics reliés à ce thème. Et du coup, je lui donne aussi, là, ici, une intégration avec Google Search pour qu'il puisse chercher des informations up-to-date, à jour, dans Google. Ensuite, je fais un autre appel. Là, c'est celui qui va utiliser un agent qui existe déjà, qui est proposé par Google et l'API Gemini Interaction, qui s'appelle Deep Research. Deep Research. Là, dans la vraie démo, il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et donc, je reprends le sujet original et tous les topics qu'on a choisis. Et donc après, ça, je le fais en streaming, parce que bon, là, je ne voulais pas le montrer, mais on voit la progression des recherches, etc. Et après, qu'est-ce que je fais ? J'en fais un résumé pour avoir le TLDR, comme on dit, et j'utilise éventuellement différents modèles. Et lui, il n'a pas besoin de moteur de recherche, il a juste besoin du résultat précédent.
Et à la fin, je fais aussi, j'utilise ça, c'est le vrai nom de Nano Banana, le modèle de génération d'images. Et par rapport au résumé qui a été créé, crée-moi une illustration. Mais tout ça, je le fais de manière programmatique. Je n'ai pas besoin de faire un agent et lui dire fais telle étape, telle étape. Moi, je sais qu'il ne peut pas déroger à ce plan-là parce que je l'ai codé en dur finalement en programmant. Donc ça, quand vous pouvez programmer ou décrire un workflow qui va être exécuté de manière déterministe, ce serait mon conseil. Ne laissez pas à un agent la possibilité de faire un peu ce qu'il veut et je vais appeler ça d'abord et pas dans l'ordre. Après, je voudrais parler un peu de context engineering. Donc là, je ne vais pas montrer de démo sur celui-là, mais en fait, le premier, à part le craft de prompt, quoi, le premier vrai pattern qui a émergé il y a 2-3 ans, c'était Retrieval Augmented Generation, pour faire en sorte que les LLM répondent bien à nos questions et se basent sur les informations qu'on leur donne. Donc on cherchait dans des bases de données vectorielles, on remonte, ou même d'autres types de bases de données, et on mettait dans le contexte toutes les informations qui avaient été trouvées dans la recherche, et base ta réponse sur ces informations-là pour répondre à l'utilisateur. Donc c'était déjà une des premières étapes, un des premiers patterns finalement de context engineering. J'en ai un autre là, ici, que j'aime bien. Donc on faisait beaucoup, et on en fait encore, mais on faisait beaucoup de MCP pour les tools, et souvent on met beaucoup trop de tools dans le contexte de notre agent, et plus il y a d'outils, si on dépasse, je sais pas, une centaine d'outils, ça va commencer à être, même les bons modèles d'aujourd'hui peuvent parfois ne pas appeler les bons outils au bon moment ou leur passer les bons paramètres. Et Anthropic est venu avec cette idée de progressive disclosure avec les skills. Les skills, l'idée, c'est d'apporter la bonne information au bon moment et de ne pas donner et consommer trop de tokens d'un coup. Du coup, les skills, ça ressemble à quoi ? C'est un répertoire avec un skills.md, éventuellement avec des scripts, éventuellement avec des références et des assets. Donc les scripts, ça peut être finalement un peu comme les outils MCP, des choses à exécuter, des outils qu'on peut exécuter. Des références, ça peut être plus d'informations que ce qu'on va voir dans un skill. Et les assets, ça peut être des templates, des ressources, des choses comme ça qui sont utiles à la génération peut-être de la réponse. Et le skill, à quoi il ressemble ? Il y a une sorte, donc c'est un fichier Markdown avec un préambule en YAML. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que l'intégration des skills dans les LLM fait, c'est qu'on ne met en fait dans le contexte du LLM que la description du skill, donc son nom, sa description, et aussi dans la description, il faut bien mettre utilise ce skill quand on veut ici traiter des fichiers PDF. Et si le LLM, l'agent, se dit ah oui tiens là on doit traiter des PDF, en fait il va charger la seconde partie et ça va être rajouté mais qu'après demande finalement de l'agent pour lire le détail. Et peut-être qu'après, il va voir « Ah ouais, mais attends, là, il faut que j'extrais du texte. Ah, il me parle d'un outil que je peux utiliser, pdfplumber.py. » Et il va exécuter ce code-là pour faire l'extraction de texte. Donc la progressive disclosure est assez intéressante. Donc j'ai une petite démo que j'ai faite. Alors, je vais vous la montrer d'abord avant de montrer le code. Donc là, j'utilise... alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est par ici. C'est laquelle ? Ouais, c'est celle-là. Donc je vais mettre un petit sujet. Est-ce que tu peux me tenir le micro ? Merci. Donc imaginons que je fais une recherche sur latest AI news from Google I.O. Donc c'est la conférence Google I.O. là, de Google qui est sortie il y a 2 semaines. Et on va voir quels sont les sujets. Et en fait, les LLM ont tendance à être un peu dithyrambique, utiliser des superlatifs, etc. Et en fait, j'ai trouvé un truc qui était intéressant. Il y avait un site web qui s'appelle trops.fyi et qui, en fait, permet de... comment dire, c'est tone down, c'est-à-dire de réécrire un peu les choses de manière plus pragmatique, factuelle, etc. Et donc, en fait, on va voir dans le code, en fait, je fais un premier... Donc là, j'ai fait avec une recherche Google Search, je lui ai donné des outils. J'ai fait un draft, mais j'ai fait exprès de lui dire fais des trucs avec des superlatifs, etc. Et il m'a dit des trucs de ouf. Là, il écrit en majuscule. Gemini, c'est les rois de l'AI et tout ça. Donc c'est à peine... Enfin, c'est vrai, bien sûr, hein, je travaille pour Google, vous n'en douterez pas. Mais après, j'ai utilisé un skill que j'ai configuré pour qu'il reprenne finalement les mêmes informations. On va pas comparer un à un, mais pour que en fait, le style soit beaucoup plus
factuel, plus court, plus succinct, etc. Et je vais vous montrer, je vais vous le montrer dans les slides. Donc là, j'utilise le framework LangChain4j pour ça. Alors, je ne vous ai pas montré le skill, mais vous imaginez un skill qui dit évite les superlatifs, etc. Et en fait, ici, je lui dis, il y a un skill qui est disponible, tu vas le charger. Donc, je l'ai appelé Deslopify pour enlever le AI slop. Okay. Donc j'ai mes skills et moi donc là je définis le modèle dont j'ai besoin, je vais utiliser un petit modèle donc là il y a d'abord la partie recherche pour faire la recherche du sujet pour faire la première version et là on va voir que le premier c'est un truc du genre donc là écrit dans un style super exciting, engaging avec des superlatifs et tout, j'ai fait exprès pour que ça soit un peu encore plus visible. Mais par contre, mon deuxième agent, lui, deslopify this content. Et du coup, il y a un skill qui s'appelle deslopify pour enlever le slop. Donc, il prend la sortie de celui-là pour en fait rappeler finalement les skills et appliquer ce nouveau style. Et donc, c'est là où on fait un petit peu la plomberie. Donc là, j'instancie mon premier agent qui fait les trucs un peu à la one again, là, et l'autre qui va faire l'amélioration, je lui passe un outil, puisqu'en fait, un skill, derrière, il y a quand même un outil qui permet au LLM de décider j'ai besoin d'appeler un skill, appelle ce skill, s'il te plaît. Et après, voilà, je lui passe... bon, là, je le faisais dans l'interface graphique, mais c'est un petit peu l'idée. Donc, appliquer un skill dans un agent, c'est assez facile à faire avec les frameworks d'aujourd'hui. La plupart, en tout cas, là, par exemple, ADK ou LangChain4j, permettent d'avoir des agents qu'on écrit et qu'on intègre dans nos applications avec des skills. Autre chose, donc, les agents ont tendance à mieux marcher si on décompose en fait en sous-agents quand c'est vraiment une tâche complexe, parce que il y a plusieurs tâches bien spécifiques et un sous-agent peut s'occuper juste d'une tâche, plutôt que de se dire on va faire un gros agent avec un bon prompt, avec des docs de référence, peut-être ça peut marcher, mais peut-être qu'il va se mélanger les pinceaux. Donc quand on arrive à coder un agent et le décomposer en sous-agents qui gèrent chacun une tâche, en général on obtient des résultats plus déterministes que de faire une sorte d'agent monolithique. Donc j'ai une autre démo, c'est celle-ci. J'ai fait donc une petite application. Alors, Comic Trip, il est là. Non, pardon, c'est pas celui-là. Alors, Comic Trip, il est là. Donc l'idée, c'est une petite application. On balance des photos. Et il va, bon là je ne veux pas le faire, mais on balance des photos et en fait il va faire une sorte de bande dessinée de vos photos. Donc je sais pas, voilà, je suis allé à Londres, donc je vais cliquer sur lequel, ou je sais pas, ou l'Égypte. Ah oui, je dois avoir un petit cold start. Bon là j'ai qu'une photo, mais c'est pas grave. Et là on voit qu'il a fait des photos, enfin une sorte de BD un peu vintage. Et donc il arrive à deviner où est-ce que la photo a été prise. Et du coup il va chercher les points d'intérêt dans Google Maps qui sont autour de, voilà, c'est une photo de Luxor, et il va trouver les trucs intéressants à voir autour. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs, je vais revenir ici, pour ça, il y a plusieurs sous-agents. Et là, par exemple, je vais utiliser ADK, je crois, dans celui-là, je ne sais plus. ADK, pour essayer de décomposer les choses. Donc, j'ai un flow qui va être une séquence de sous-agents. Et le premier, en fait, c'est un agent qui va analyser la photo qui est en entrée et qui va essayer de deviner, alors oui, je les affiche après, qui va essayer de deviner le lieu et qui donne une description du lieu qu'il a reconnu sur la photo. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a quelque chose qui va se passer en parallèle. Donc, on écrit un flow parallèle qui va combiner en parallèle deux agents. Le premier qui a accès à un outil Google Maps pour faire les recherches de points d'intérêt, parce qu'en fait, lui, et on va lui donner la localisation que ce modèle-là a deviné. Ils sont assez forts pour analyser d'ailleurs les images et savoir où sont prises les images. Et j'ai un autre modèle qui va être fait en parallèle, parce que ces deux tâches-là peuvent être faites en parallèle. Ça améliore la latence, évidemment. Et celui-là, pareil, on lui donne la photo d'origine, la description, et il va créer finalement les petites, comment on appelle ça, vous savez, les descriptions là, dans les petits cadres, dans les bulles de BD et tout ça.
Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, le premier, voilà, je lui dis donne-moi la description, donne-moi la localisation, et tu donneras. Donc, j'utilise des sortes de clés qui permettent de dire rajoute ça dans le contexte de tous les agents. C'est une sorte de map, de HMAP, de dictionnaire partagé. Pareil, là, donc, on retrouve l'architecture en haut à droite, et ceux qui sont en couleur, c'est ceux qu'on est en train de regarder en ce moment. Et là, en parallèle, lui, il a besoin de Google Maps, et il va mettre ce qu'il a trouvé comme point d'intérêt en sortie. Okay. Là, celui-là, il va prendre en entrée, donc on voit les espèces de accolades là. Ça veut dire qu'il reprend l'information dans le contexte partagé. Donc il va avoir la description, la localisation, en plus de l'image. Et du coup, il va pouvoir générer l'espèce de BD un petit peu vintage. Et là, on va mettre les flows ensemble. Donc, il y a le flow principal, c'est celui-ci. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu les mettre dans... Enfin, ouais, il faut les déclarer dans l'ordre inverse. Mais donc, celui-ci qui va faire celui en parallèle, etc. Et le premier qui est l'analyse des photos. Mais donc, on peut le faire vraiment de manière très même déclarative et programmatique, en quelque sorte. Et ça donne des résultats qui fonctionnent très, très bien. Un autre pattern que je trouve très intéressant à mettre en place quand vous intégrez des agents dans vos applications, c'est LLM as Judge, parce que ce que génèrent les agents, ça c'est pas forcément bien du premier coup, et on peut peut-être améliorer la sortie ou comparer différentes sorties et se dire tiens, celle-là est meilleure, donc je vais plutôt utiliser celle-là. Alors le use case que je vais prendre, c'est sur le résumé. Là, quand on fait des résumés, c'est peut-être mieux d'utiliser une boucle de feedback, mais j'avais trouvé ce use case quand même intéressant pour illustrer le concept. En fait, il y a beaucoup d'applications où on veut faire des résumés. Donc, par exemple, chez Google, quand on utilise Google Chat ou Gmail, etc., on peut avoir des résumés des threads générés par IA. Donc, plutôt que de regarder les 100 messages qui se sont passés pendant la nuit, pendant que moi je travaille beaucoup avec les Américains, pendant que les Américains travaillaient, je regarde juste le résumé généré par IA et je vois s'il faut que je regarde ou pas en détail, mais comme ça je gagne du temps. Donc il y a plein d'applications où on peut faire comme ça des résumés. Et en fait, plus vous utilisez un gros modèle, plus les résumés sont de qualité et on n'oublie pas des détails dans le résumé qui est créé. Mais un gros modèle, ça coûte cher. Donc là, par exemple, si j'utilise Gemini 3.1 Pro, alors je regarde surtout les tokens d'entrée parce que les résumés en général c'est court. Le token d'entrée c'est $2 pour 1 million de tokens. Donc voilà, c'est un prix, c'est pas le modèle le plus cher, mais voilà, ça a un certain coût. Alors qu'en fait, une idée qu'on peut mettre en place, c'est pourquoi pas générer plusieurs résumés, mais avec des plus petits modèles qui coûtent moins cher, et ensuite de les évaluer. C'est là où il y a la partie LLM as Judge. Et on peut même utiliser un modèle éventuellement un peu meilleur, pourquoi pas, mais qui ne soit pas trop cher non plus. Et par exemple, je me suis dit, tiens, je vais faire 3 résumés à 10 centimes le million de tokens, ça me fait 30 centimes, et faire une évaluation peut-être avec un modèle un peu plus meilleur, par exemple 3 flash. Et au total, ça me fait du 80 centimes, 80 cents, au lieu de $2. Donc je fais quand même un gain intéressant. Je viens du coup ici. Alors je les ai. Alors celui-là, où je peux même le faire, où je vous montre direct la sortie. Donc les résumés en parallèle. Donc je lui ai donné un article qui est là. Et après, je fais l'évaluation et il va me générer en parallèle 3 résumés différents. Donc c'est un article, où est-ce que je l'ai mis? Ça doit être celui-ci de Quanta Magazine, qui font des articles un peu de maths, de sciences, etc., sur une révolution mathématique. Et en fait, il m'a généré 3 résumés. Et après, je demande à mon agent, c'est là où il y a le pattern LLM as Judge, de me dire, en fait, c'est lequel des modèles. D'ailleurs, il y a une petite erreur, parce qu'il doit y avoir une off one by one error, là. Mais normalement, c'est le même. Parce qu'il a dit 2 et là, il dit 1, mais en fait, il y en a un qui doit commencer à 0 et l'autre à 1, enfin, peu importe. Et donc, il dit, tiens, celui-là est mieux, et pourquoi il est mieux? Donc c'est là où on pourrait utiliser une boucle de feedback pour améliorer éventuellement le résumé. Mais ici, je me suis dit, je vais choisir le meilleur des 3 résumés. Mais je me suis amusé à aller un petit peu plus loin pour aussi demander. Donc là, dans l'application cible, il ne faudrait pas en plus faire un résumé qui coûte cher. Mais je me suis demandé, est-ce que si je fais le gros résumé, non, pas le gros résumé, le résumé avec le gros modèle, est-ce que j'aurai quelque chose de mieux ou pas? Et alors là, quand je l'ai fait tourner, il m'a dit, oui, quand même, le résumé
du gros modèle est meilleur que les 3, mais parfois, bon, je peux même le retourner, le relancer pour voir, mais parfois, effectivement, les petits modèles, quand on génère plein de résumés, arrivent à faire des meilleurs résumés qu'un gros modèle qui coûte cher. Bon, après, il n'y a peut-être pas énormément de différence, hein, mais bon, après, je ne vais pas le laisser tourner pour ne pas perdre trop de temps. Mais le LLMS Judge est assez intéressant pour ça. Donc là, je vais vous passer quelques petits trucs. Mais, donc là, j'utilise LangChain4j. On décrit un petit peu les contrats. Donc celui-ci, c'est celui qui va faire le résumé. Mais je peux batcher des agents en parallèle. Donc c'est celui-là qui permet de faire ça, c'est-à-dire de lui passer l'article, mais de générer un résumé par article passé, mais je lui passe plusieurs fois le même article. Enfin bref. Et là, celui qui va faire la comparaison, c'est lui, notre juge. Donc voilà, tu as un éditeur expert, voici 3 résumés, voici l'article original, compare les 3 résumés et dis-moi celui qui est le plus intéressant. Et donc après, il va nous donner des objets très typés. Ce qui est intéressant en Java, hein, c'est que c'est un langage fortement typé. Donc on peut facilement aussi moquer des choses qui sont retournées par des IA et tout, parce qu'il y a plein d'interfaces, plein d'objets fortement typés. Et après, je dis, on va utiliser 2 modèles différents. Flash Preview, Flashlight. Flashlight, c'est le moins cher. Et après, je les instancie, je crée les modèles par rapport aux interfaces et je passe effectivement small model ou medium model, etc. Et je fais mes comparaisons. Et c'est là que... Alors celui-là, il faudrait d'ailleurs que je l'améliore un peu parce que je lui passe, vu que je veux faire 3 résumés, je lui passe 3 fois l'article. Et pareil, ça c'est pour la comparaison, je lui passe l'article d'origine. Je pourrais améliorer le truc, hein, mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Je vous avais dit que pour les agents, il y a quand même un point intéressant, c'est le planning, dont on ne parle pas beaucoup. En fait, donc peut-être on en parle peut-être plus côté à la limite harness engineering, mais vraiment le planning de ce qu'un agent doit faire. Et donc là, on avait vu créer des agents multiples et les orchestrer programmatiquement avec des sortes de workflows assez déclaratifs, mais encore effectivement en code. Mais il y a d'autres cas où on peut avoir plusieurs agents, mais on pourrait avoir des chemins différents d'ordre d'exécution où tous les agents n'ont pas besoin d'être appelés, etc. Et je vais illustrer ça avec... donc, comme moi, je travaille pour les équipes de Developer Relations de Google. On fait pas mal d'articles, on fait des démos, on peut faire des vidéos sur YouTube, des YouTube Shorts, où je peux partager un article que j'ai trouvé intéressant. Et souvent, les gens aiment bien quand il y a des illustrations, comme on a fait tout à l'heure avec le Deep Research, sur le thème de Dev with AI. Et en fait, je vais avoir plusieurs agents. Par exemple, je peux avoir un agent, je vais lui dire, tiens, je voudrais faire un article ou faire une infographie sur un certain sujet. Donc, je peux faire un deep research comme j'ai fait tout à l'heure. Ou alors, j'ai déjà l'article, je peux passer l'article ou passer une URL qui existe déjà à un autre agent qui fait la collecte d'informations. Et je peux reprendre celui qui faisait des résumés tout à l'heure, qui fonctionne si on lui donne en entrée soit du contenu, soit un rapport, et il peut me générer un résumé à partir duquel on peut faire une infographie ou on peut faire, par exemple, un sketch, comment on appelle ça, un storyboard pour faire des YouTube Shorts. Mais par exemple, moi, j'ai mon petit utilisateur qui arrive, tiens, je voudrais une infographie des dernières news AI depuis, de toute l'année 2026. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'il appelle le topic researcher pour créer un rapport avec un deep research agent ou un truc comme ça, qu'il en fasse un résumé et après qu'il appelle l'agent qui crée des infographies. Pardon. Ou alors, non, tiens, j'ai un article intéressant, mais je voudrais faire une vidéo pour YouTube. Donc on voit qu'il peut y avoir des chemins différents dans un pool, un swarm d'agents. Et donc, on est obligé de chercher une sorte d'ordre différent. Et pour ça, alors je vous le montre juste rapidement ici, j'ai mon content specialist. Alors là, je l'ai déjà fait tourner, mais je peux lui dire quel est l'objectif à atteindre. L'objectif, ça peut être de faire un résumé, ça peut être de faire mon script pour YouTube ou de générer une image. Donc là, je vous le montre directement. Là, je lui ai donné un article sur, je ne sais plus c'était lequel, c'était sur cet article-là sur mon blog, qui parlait de Gemma 4 et comment utiliser ADK Java pour faire
pour appeler ce modèle-là. Et effectivement, il m'a fait une infographie qui est sympa avec Nano Banana, etc., que je peux partager sur LinkedIn ou ce que je veux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc pour faire ça, en fait, toujours, donc là, ça utilise ADK, hein, mais le code est assez similaire. Donc toujours des prompts. Là, je définis mes différents agents qui récupèrent le contenu, qui créent des recherches avec des recherches avec Google Search. Là, j'ai pas utilisé Deep Research, j'ai fait juste une recherche Google Search. Là, celui-là, c'est celui qui me fait les résumés. Et en plus, il peut avoir accès à un outil qui s'appelle URL Context pour faire du fetch si on lui a pas donné le contenu directement. Et à chaque fois, vous voyez aussi qu'il y a les notions de output key. On va voir ça, à quoi ça sert. C'est justement pour qu'on sache qu'est-ce qu'est l'entrée, qu'est-ce qu'est la sortie, parce que c'est ça qui va nous permettre de relier tous les agents entre eux. Donc là, il y a celui qui crée des infographies, celui qui crée des scripts YouTube. Et à la fin, en fait, on va définir finalement des graphes, enfin des... comment on appelle ça, pas les vertex quoi, du graphe. Donc lui... Ces deux-là, ils prennent rien en entrée, mais ils produisent du contenu ou des rapports. Celui-là, il crée un résumé, mais il prend soit contenu, soit rapport en entrée. Et à partir de résumé, on va faire des infographies, des YouTube Shorts. Et du coup, là, je dis, en fait, il y a une sorte d'algorithme derrière qui fait une recherche A* sur tous les agents et tout le graphe. Hein. C'est juste un algo de recherche de graphe, finalement, pour trouver un chemin dans le graphe pour atteindre ce but qui est je veux ici, là, un storyboard de YouTube Shorts. Et en entrée, qu'est-ce que j'ai en entrée finalement? J'ai j'ai une URL d'un papier de recherche. Et donc, il va trouver son chemin. Je ne sais plus si je le remets après. Donc, on a les inputs, les outputs. Et du coup, il va faire sa recherche pour trouver quels agents appeler dans quel ordre et comment leur passer les informations ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a pas mal d'innovations de ce côté-là dans l'écosystème Java et je n'ai pas vu grand-chose dans l'écosystème Python sur ce thème-là. Alors, je finirai par quelques mots sur les feedback loops, les boucles de manière générale. Il y en avait une qui était assez connue, là, le Ralph Wiggum, pour lui faire un agent atteindre un but en lui faisant répéter jusqu'à temps qu'on atteigne vraiment le but. Et je voudrais faire une petite démo plutôt sur la partie coding agent, parce que finalement, un agent de codage, on peut en faire assez facilement par soi-même. Et c'est en quelques centaines de lignes de code, on peut en faire en Java ou en n'importe quel langage. Alors, je vais vous montrer... Ce que je voulais vous montrer, d'abord ici, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ah non, je ne l'ai pas rouvert. Non, je l'ai pas là, mais j'ai un copain qui avait vu un article fait par quelqu'un qui avait codé un agent de code en Python en 250 lignes de code. Et lui, il l'avait fait en Java en 260 lignes de code. Il y a 10 lignes de code en plus. Et moi, je m'étais dit, tiens, donc il l'avait fait vraiment de manière... il n'utilise aucune dépendance, aucune librairie, etc. À part, donc il y avait JBank pour lancer du code sans dépendance, sans fichier de build, etc. Et je ne sais plus, il y avait une autre librairie, je ne sais plus ce que c'était, de Markdown ou je ne sais quoi. Et moi, je me suis dit, non, tiens, je vais faire le même exercice, mais en utilisant LangChain4j, et je vais faire différentes approches. Donc, soit de faire une sorte d'agent monolithique qui a accès à plein d'outils, parce que finalement, un agent de codage, on lui donne des outils pour lire, écrire des fichiers, pour lancer des commandes bash, éventuellement d'autres, de faire de la recherche sur Internet, etc. Ou on peut faire aussi une manière un peu plus sous forme de superviseur et d'orchestration et de délégation. Ça, c'est un pattern que je n'ai pas décortiqué ici, mais dont on pourrait parler, et où on regroupe des outils en fonction du fait qu'ils soient dans le même domaine. Donc, par exemple, pour le web, faire de la recherche sur le web, parser des documents, fetcher des URL, c'est des outils du spécialiste web. On peut avoir le spécialiste système qui va lancer des commandes shell, les exécuter, et celui qui va gérer des fichiers. Donc là, j'avais fait un petit... alors, le code, où est-ce qu'il est? Il doit être ici. J'ai fait deux versions. Donc là, celui-là, ça doit être la version agentique. Alors, je vous montre jusqu'à la fin, il fait 330 lignes le mien, mais c'est parce que j'ai rajouté aussi des trucs, genre, je scrolle vite fait, regardez pas trop de près, genre j'ai rajouté des choses pour faire
Alors ça, c'est un parseur Markdown avec des expressions régulières, c'est horrible. Je lui ai rajouté, par rapport à mon copain, je lui ai rajouté les agents qui me permettent de faire des recherches web qu'il n'avait pas faites. Et alors, je vous montre, par exemple, juste celui-là, je ne vais pas vous le détailler tout en entier. Donc ça, celui-là, ça décrit finalement les différents outils pour le web. Donc il y a un outil qui permet de chercher le web avec Google Search. Donc derrière, j'utilise un moteur sur lequel, un LLM Gemini, sur lequel je lui donne l'outil Google Search. Et là, sur celui-là, il fetch, c'est un autre outil pour fetcher, pour faire du scrapping, si vous voulez, d'URL sur Internet. Et là, si je lance ça, donc j'ai, hop, je dois l'avoir ici. C'est assez gros, ouais, ça a l'air d'aller. Et par exemple, je peux lui dire, tiens, tu peux me tenir le micro une seconde, créer une create a Fibonacci function and calculate. J'aurais pu le mettre en français, je ne sais pas pourquoi. Calculate, j'ai tellement l'habitude de faire en anglais. Fib 55 par exemple. Et là, on va voir, merci. On va voir que de lui-même, il va faire. Ah oui, je ne vous ai pas montré la boucle quand même. Parce qu'il y a la boucle. Donc là, on va voir, il va créer du Python, il va me faire un test en Python, l'exécuter. Et un autre script, d'accord, run and capture. Des fois, il fait pas mal de choses. Run and capture. Je ne sais pas pourquoi il le fait 2 fois, c'est marrant. Parce que là, il faudrait que j'imprime la sortie, parce que hop, il nous remonte le script, ok, et en fait, il a trouvé que Fibonacci de machin, ça fait un grand nombre. Voilà, si j'avais pas montré juste la partie boucle, parce que la boucle, en fait, à la fin, est assez bête. Hein. Finalement, c'est juste une boucle while et donc il y a, on va dire, la boucle externe qui est de prendre les entrées de l'utilisateur et de les exécuter et donc de regarder ce qui se passe voilà, à l'intérieur. Mais c'est assez bête à faire et voilà, en 300 lignes de code, on peut le faire. Bon, je vous l'ai montré rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc il y a pas mal de patterns et encore une chance que Greg m'a dit t'as que 30 minutes, 20 minutes, parce que je peux vous en parler pendant des heures. Donc j'ai essayé d'en faire une sélection, mais il y a beaucoup de choses. C'est assez intéressant à explorer et on en découvre en fait au fur et à mesure qu'on apprend. Et donc on n'en a vu que quelques-uns. Mais c'est le moment de terminer. Donc on a vu quelques patterns sur différents sujets, sur le planning, que je trouve assez intéressant, sur l'évaluation, LLMS Judge, tout le management, bon, on en a peut-être moins parlé, context engineering avec tout ce qui est progressive disclosure, harness engineering un petit peu avec un coding agent. Mais voilà l'idée. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je vais faire Alors, est-ce attention qu'on de a pas des me casser la gueule. questions? Je vais me mettre dans mon petit coin là-bas. Et comme ça, je peux refaire coucou à la caméra, à nos amis qui sont à distance. Donc là, c'est vrai que c'était un sujet plus code et comment on intègre et on développe des agents qu'on intègre dans ces applications. C'était moins sur les pratiques de développement avec agents IA. Et du coup, vous n'avez pas de questions. Vous avez faim et soif ou quoi? Ok. On va bien y avoir une question. Côté gauche, côté droit. Ouais, côté gauche. J'ai vu une main se lever, non? Ah, J'ai cru, oui. si. Ouais. Merci. Bon, merci, c'était vraiment dense mais intéressant. Et une petite question, est-ce que c'est possible aussi d'utiliser des modèles locaux, du coup? Oui, bien sûr. Donc là, avec LangChain4j, on peut, par exemple, lancer des modèles qu'on stockerait, dont on ferait l'inférence avec Ollama, par exemple. Donc, quand il y avait écrit Gemini, chat model, etc., on aurait Ollama, chat model, et on définit le modèle, je ne sais pas, Qwen, Gemma, ce que tu veux. On peut effectivement faire avec des modèles locaux. Donc, j'ai utilisé aussi ADK pour Java. Et en fait, comme je suis committeur sur les deux, en fait, j'ai créé un pont, un bridge entre LangChain4j et ADK pour que ADK puisse utiliser tous les modèles proposés par LangChain4j. Parce que ADK, c'est fait par Google, ça supporte Gemini et si aussi Claude quand même. Je ne vais pas être méchant, mais on n'a pas fait le support de tous les modèles qui existent. Mais par contre, en utilisant le bridge que j'ai créé, on peut utiliser n'importe quel modèle également avec ADK, donc y compris des modèles locaux. Ouais. Tout à fait. Une autre question?
Yes. Alors, moi, c'est plus une question assez pointue. Désolé, il y a un écho ici, c'est un peu bizarre. Assez pointue en fait sur le code. Ouais. En fait, donc, je comprends qu'on prompte à travers des modèles de structure et tout. Et qu'en fait, derrière, il y a un parsing justement qui est fait sur, je pense, du mapping entre ce que renvoie le JSON et suit un JSON schéma, ensuite Ouais. pour reparser un modèle Java. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que justement ce parsing-là, est-ce qu'il n'est pas, est-ce que le fait que l'output du modèle soit du JSON Ouais. peut être coûteux ou pas en termes de token, puisque peut-être que le premier output du modèle va avoir une erreur, je ne sais pas, une guillemets en moins, etc. Peut-être va relancer un retry du modèle, etc. Est-ce que... Alors, ça dépend aussi un petit peu des modèles en fait, que tu utilises. Par exemple, là, je vais parler pour Gemini. Il y a une notion de... attends, je ne sais plus quel est le terme technique de constrained decoding, qui fait qu'en fait, au moment... donc, les LLM ont à chaque... Enfin, ils génèrent les tokens progressivement. Et pour chaque token, en fait, on a une distribution de tokens potentiels. Et il y a une sorte d'algorithme qui me permet de choisir le token au hasard en fonction de la distribution de probabilité. Et en fait, ce que font les modèles comme Gemini avec Constrained Decoding, en fait, ils ne choisissent les tokens suivants qu'en fonction des tokens valides par rapport au schéma JSON. Donc normalement, ils ne font pas d'erreur quand ils ont cette fonctionnalité-là, en tout cas. Donc, en tout cas, avec Gemini, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles sur lesquels on va se baser plus sur du prompt engineering, génère un JSON de cette structure-là, et automatiquement, le framework, LangChain4j par exemple, il rajoute dans le contexte, à la fin du contexte, génère la sortie de cette manière-là. Et là, effectivement, on pourrait éventuellement avoir des erreurs. Quand on configure des modèles avec LangChain4j, on peut aussi lui demander de faire des retries. Donc, si effectivement c'est un modèle qui ne supporte pas cette fonctionnalité-là et qu'on lui met un retry, peut-être, oui, la première fois, il va peut-être rater son coup et la deuxième fois, il va réussir, par exemple. Donc, ça dépend des modèles qu'on choisit, ça dépend de comment on l'a configuré. Parce que là, je ne l'ai pas vraiment montré, mais à un moment, vous voyez output schema ou response format sur le framework, mais on peut le spécifier après. Il y a une sorte de best effort suivant les modèles. Ouais. Dernière question. Ok. Très, très intéressant comme présentation, merci beaucoup. Sur une slide où tu parlais de graphes et de traverser le graphe pour chercher du coup les agents les plus adaptés au problème. Est-ce que ça, c'est un peu l'état de l'art ou pas pour faire des agents un peu autonomes qui savent faire étape par étape en fait, des tâches très précises? Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a des frameworks qui sont plus aussi orientés graphes. Donc, dans l'écosystème Python, il y a LangGraph, par exemple. En ADK, dans la version Python 2.0, ils ont aussi pris une approche vraiment graphe, donc vraiment avec des transitions, des conditions, des choses comme ça. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Mais par contre, l'approche graph, souvent, peut-être ce qu'on a vu avec le Goal Oriented Action Planning, on peut, il y a plusieurs graphes possibles, si tu veux, ou plusieurs chemins dans les graphes qu'on peut peut-être pas. Je n'ai pas regardé vraiment si il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire dans l'un ou dans l'autre. Mais en tout cas, c'est une autre approche qui permet de définir. Et c'est marrant parce que GOP, Goal Oriented Action Planning, ça vient du jeu vidéo. Sur comment les IA dans les agents vidéo peuvent, les personnages IA, c'est-à-dire les personnes non joueurs, peuvent réagir, chercher, venir nous attaquer, etc., réagir à des choses. Et on a repris cette idée-là pour l'appliquer justement à des agents qui doivent être coopératifs, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, cette approche-là a l'air intéressante et je ne l'ai pas vu beaucoup utilisée ailleurs que dans l'écosystème Java, et je ne l'ai pas vu par exemple dans l'écosystème Python. Donc je ne serais pas vraiment capable de te dire si oui ou non
telle ou telle approche est meilleure. Mais je pense que pour avoir plus de souplesse, quand on a un use case qui n'est pas très déterministe, c'est-à-dire, moi je montrais au début plus des choses déterministes que tu peux faire en codant ou vraiment avec une organisation par hiérarchique d'agents, donc parallèle, séquence, etc. On peut faire loop, on peut faire des choses comme ça. Je pense qu'il y a effectivement plus d'autonomie, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'agency est plus grande dans un type plus orienté graph que quand on le décrit de manière plus déclarative en tout cas. Ouais. Merci Guillaume. Merci.